Donc on va se poser la question ce soir de la nature de la lumière, question qu'on se pose depuis très longtemps. La lumière à travers les âges. Les Grecs, les Égyptiens et sans doute les autres, mais en tout cas pour les Grecs et les Égyptiens on a des traces écrites ou picturales, c'était bien sûr poser la question de la nature de la lumière. Et d'abord, je ne suis pas un spécialiste, et puis je crois qu'on peut tout dire et son contraire, mais enfin, en tout cas, il se posait la question. Et ça, c'est une sorte de gravure des Égyptiens. C'est la stèle de Dame, je ne sais plus qui, après, comme ça, et où on voit un modèle de la lumière extrêmement intéressant. Vous avez le soleil, hein, le dieu Ra, qui émet des fleurs vers la dame, là, qui reflète cette lumière du soleil. Et vous voyez ces fleurs de toutes les couleurs. On ne peut pas s'empêcher de dire que, quelque part, il y avait peut-être une intuition du fait que la lumière blanche pouvait être décomposée en couleurs. En tout cas, c'est assez amusant. Il n'y a aucun doute qu'il se posait la question. Mais si on regarde un peu plus en détail, on s'aperçoit qu'il y a grosso modo deux modèles de la lumière. Celui qui nous est familier aujourd'hui, dans lequel vous avez une source qui émet quelque chose. Alors des particules, en général, il pense à des particules. Et puis ce quelque chose va sur les obstacles et revient vers l'œil, etc. Mais il y avait une deuxième vision où c'est l'œil lui-même qui allait sonder, une espèce de radar. Alors évidemment, ils n'avaient aucun moyen de trancher dans l'Antiquité, mais c'est quand même intéressant de voir qu'ils avaient déjà les deux concepts. Le concept du radar, qui envoie quelque chose qui prend l'onde réfléchie, ou au contraire, le concept de nous recevons les ondes qui sont émises par les objets que nous regardons. Alors on fait un grand saut jusqu'au Moyen-Âge, qui est certainement moins un désert culturel qu'on ne veut bien le dire, mais il est vrai qu'au Moyen-Âge, il s'intéresse, en tout cas pour ce problème de la lumière, un peu moins au concept, et en revanche, ils font des progrès techniques. Il ne vous échappe pas que les Grecs étaient des conceptuels, mais c'était des piètres ingénieurs et techniciens. Les Romains étaient moins conceptuels, beaucoup plus ingénieurs. Mais alors au Moyen-Âge, là, ils font des progrès formidables. Ils inventent l'allumette correctrice. Alors ceux qui, comme moi, ont passé un certain âge, comprennent tout l'avantage d'être capable de vous mettre des morceaux de verre sur les yeux qui vont vous permettre de continuer à voir de près alors que vous ne pouvez plus voir de près. Donc on invente les lunettes collectrices, on invente la lunette astronomique, la lunette de Galilée, et tout ça est fait un peu par tâtonnement, par essai et erreur, et puis à partir de ce moment-là, de nouveau, avec Huygens, Galilée, Kepler, on commence à se reposer la question de la théorie de l'optique, et au XVIIe siècle, là, on se pose les questions beaucoup, et vous avez ici Huygens, qui émet l'hypothèse que la lumière est formée par des ondes, et il a un modèle qui consiste à observer ce qui se passe quand on lance un caillou dans l'eau, puis on voit des ronds qui se propagent, et pour lui, la lumière est faite un petit peu comme ça d'ondes qui se propagent dans le milieu ambiant, qui est là un petit peu comme des ronds dans l'eau. Alors c'était une idée très fructueuse, mais malheureusement pour Huygens, il n'a pas de chance, parce que Newton intervient. Alors Newton, vous le savez tous, découvre la gravitation universelle, le mouvement des planètes, un des plus grands triomphes de la physique. Et donc le prestige de Newton est absolument immense. Et Newton a également une œuvre considérable dans le domaine de l'optique. Comme vous le savez, c'est Newton qui démontre qu'on peut décomposer la lumière blanche en couleurs, etc. Mais voilà, Newton, lui, il prône un modèle corpusculaire de la lumière. C'est-à-dire qu'il ne croit pas du tout que c'est fait par des ondes comme ça, mais il croit que ce sont des petites particules qui sont émises par les sources de lumière, ou bien par moi. Là, j'émets des particules et vous recevez ces particules et vous me voyez. Et alors, il développe énormément ce modèle, et son prestige est tellement grand, à cause en particulier du mouvement des planètes et de la gravitation universelle, qu'il fige la situation. C'est-à-dire que les plus grands savants de l'époque adhèrent complètement à la vision de Newton, parce que Newton est vraiment le plus grand scientifique de son temps. Alors donc on voit, on est là en 1700, et les choses sont figées pendant tout le XVIIIe siècle, et ce n'est qu'au début du XIXe siècle que deux immenses génies, Young en Angleterre et Fresnel en France, remettent en cause le dogme de Newton de la théorie corpusculaire de la lumière et arrivent à la conclusion que la lumière ne peut être qu'une onde. Et ça, pourquoi? Parce que
eh bien, Jung observe ce qu'on appelle le phénomène d'interférence. Tout le monde, sans doute, ici a une idée de ce que c'est. De toute façon, on va en reparler dans un moment. Et puis, il y a également les phénomènes de diffraction, c'est-à-dire ce qui se passe quand un faisceau lumineux arrive sur le bord d'un écran ou sur une fente, qu'on essaye de faire un faisceau de plus en plus fin. Eh bien, à un certain moment, la diffraction vient perturber tout ça. Et Jung, d'une part, et Fresnel, d'autre part, arrivent à la conclusion que pour interpréter l'ensemble des phénomènes que l'on observe avec la lumière, on doit absolument représenter la lumière comme une onde. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, c'est très intéressant, le mémoire de Fresnel, 1822, que vous pouvez télécharger sur le site de l'Académie des sciences, hein, qui est un vrai régal, fait une théorie complète de la lumière, explique comment doit être cette onde. Elle doit vibrer perpendiculairement à la direction de propagation, sauf qu'il ne sait pas de quelle onde il s'agit. C'est extraordinaire, c'est vraiment une démarche intellectuelle pure. Il arrive à dire tout ce que nous savons aujourd'hui, être correct sur la lumière, et simplement il ne sait pas de quelle onde il s'agit. Et c'est Maxwell, autre immense savant du 19e siècle, qui travaillait en Écosse, Maxwell, qui va élucider la nature de la lumière en faisant tout à fait autre chose. Maxwell est intéressé par les phénomènes électriques et par les phénomènes magnétiques, et en poursuivant les travaux de Faraday, Maxwell a compris qu'on doit unifier les théories du magnétisme et les théories de l'électricité. Et pour effectuer cette unification, il écrit des équations, et c'est là où on a un peu la magie de la physique. Il écrit des équations dont le but est de rendre compte des phénomènes connus à cette époque-là, et il n'y en a pas tellement de phénomènes connus à cette époque-là. On est un peu quand même dans la préhistoire, je dirais, ou en tout cas dans le début de l'histoire pour l'électricité et le magnétisme. Mais néanmoins, il écrit des équations qui résument tous les phénomènes connus, et en observant bien ces équations, il découvre qu'il y a dans ces équations beaucoup plus que ce qu'il y a mis. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles solutions qui ne correspondent pas à des phénomènes que l'on connaissait jusque-là, et ces solutions, c'est quoi ? Ce sont des ondes qui se propagent à une vitesse qui s'exprime en fonction de constantes électriques et de constantes magnétiques. Et quand il fait l'application numérique, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve que ces ondes doivent se propager à peu près 300 000 km par seconde. Or, à cette époque, on connaît déjà la vitesse de la lumière, qu'on a mesurée, vous avez peut-être entendu parler de ça, en regardant des variations dans la période des satellites de Jupiter, enfin une méthode extrêmement astucieuse. En tout cas, on a une bonne connaissance de la vitesse de la lumière. À cette époque-là, on sait que c'est de l'ordre de 300 000 km par seconde. Et donc, Maxwell a la surprise de constater que ces équations de l'électromagnétisme contiennent une solution qui est une onde qui se propage à 300 000 km par seconde, comme la lumière. Donc, il conclut avec beaucoup de prudence, mais il conclut quand même qu'on ne peut s'empêcher de penser que la lumière est probablement une onde électromagnétique. Donc vous voyez, la boucle est bouclée. On est certain que la lumière est une onde, on connaît même sa nature, c'est une onde électromagnétique, et d'ailleurs c'est bien une onde qui vibre perpendiculairement à la direction de propagation, comme Fresnel en avait exprimé la nécessité. Donc on pense avoir tout élucidé, et d'ailleurs c'est un sentiment qui n'existe pas que pour la lumière. À la fin du 19e siècle, eh bien, on peut avoir le sentiment que la physique a accompli sa tâche. Lord Kelvin, cet immense savant qui lui aussi est à, je ne sais plus si c'est à Glasgow ou Édimbourg, Glasgow je crois, Lord Kelvin peut écrire sans frémir que la physique a terminé ses découvertes fondamentales et que désormais il ne s'agit plus que d'améliorer la qualité des mesures pour connaître un peu mieux les constantes comme la vitesse de la lumière et des choses comme ça. Et puis il signale quand même qu'il y a deux petits faits troublants que la physique ne sait pas encore expliquer, et ces deux petits faits troublants sont d'une part une propriété particulière de la capacité calorifique des solides, et d'autre part le résultat négatif de l'expérience de Michelson. Alors le résultat de l'expérience de Michelson, vous savez que ça donnera naissance à la relativité. Quant à l'histoire sur la capacité calorifique des solides, eh bien, pour le comprendre, il faudra développer la physique quantique. Donc, loin de rire de Kelvin qui avait dit que la physique était terminée, il faut apprécier sa sagacité. Il avait dit c'est terminé, sauf deux choses qui vont déboucher sur les grandes révolutions du XXe siècle.
Donc, c'est intéressant. Au passage, je me permets un petit commentaire. On nous annonce régulièrement la fin de la physique, et en particulier la fin des siècles. Alors, nous avons récemment vécu la fin d'un siècle, la fin du XXe siècle, et on nous a aussi rebattu les oreilles, à nous physiciens, du fait que nous étions des dinosaures, que la physique est finie, et que le siècle prochain ne serait pas celui de la physique. Et moi, tous les jours, je vois des nouvelles découvertes en physique, donc j'ai l'impression qu'à la fin du XXIe siècle, ce sera pareil, on annoncera la fin de la physique. Bien, passons. Donc nous sommes 1900, nous savons que la lumière est une onde, nous savons même que c'est une onde électromagnétique, pas de problème, tout est fini. Et puis, brutalement, début du XXe siècle, le retour des particules, comme on dit au cinéma, les particules, le retour. Einstein, en 1905, réfléchissant à un certain nombre de phénomènes liés à la lumière, alors il y a eu en particulier la fameuse découverte de Planck relative à l'explication ou à un modèle de ce qu'on appelle le rayonnement du corps noir, c'est-à-dire la distribution des couleurs dans la lumière qui était mise par un corps chauffé. Vous chauffez un corps, vous savez, vous chauffez un morceau de métal, il devient d'abord rouge sombre, puis rouge plus clair, puis si vous le chauffez beaucoup, c'est de plus en plus blanc. Donc on peut faire l'analyse des couleurs là-dedans, et pour expliquer ça, eh bien, ces couleurs, Planck a été obligé de faire une hypothèse assez révolutionnaire que l'énergie était mise, l'énergie lumineuse était mise par paquets. Alors, émise par paquet. Il n'a pas dit que la lumière est faite de paquets. Il a dit que ça s'émet par paquet, d'accord? Comme quand vous allez acheter votre farine, vous l'achetez par paquet d'1 kilo. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir 10 grammes ou 20 grammes de farine. Alors, Einstein, lui, va aller plus loin en analysant un certain nombre de phénomènes, en particulier l'effet photoélectrique. Il va arriver à la conclusion que non seulement c'est émis ou absorbé par paquets, mais que même la lumière elle-même est constituée de paquets. C'est-à-dire, désormais, on n'a plus le droit d'acheter la farine par moins qu'1 kilo. La farine est formée de blocs d'1 kilo. Et donc, Einstein arrive à la conclusion que la lumière est formée de grains élémentaires d'énergie. Et si nu est la fréquence de la lumière, alors pour les fréquences lumineuses, on est dans les 10 puissance 14 Hz. Donc 10 puissance 14, vous savez tout ce que ça veut dire, c'est 1 avec 14 zéros derrière. Donc c'est beaucoup, c'est beaucoup plus que toutes les fréquences radio que vous pouvez imaginer. Donc il peut dire que les grains élémentaires d'énergie de la lumière ont la valeur h nu, et en plus, comme Einstein en 1905 vient d'inventer la relativité, il sait que si on a une particule de masse nulle et dont l'énergie est h nu, il sait que l'impulsion, c'est-à-dire la quantité de mouvement, c'est-à-dire ce qui provoque un recul quand ça rebondit sur quelque chose, si la lumière rebondit sur un miroir, ça provoque un recul qui vaut cette énergie h nu divisée par la vitesse de la lumière. Ça, c'est parce qu'il vient de développer la relativité. Alors ces grains qui s'appellent Lichtquanten, donc quantum de lumière chez Einstein, seront baptisés photons en 1922. Alors pourquoi fait-il ça? Il est amené, ça lui permet de comprendre l'effet photoélectrique qui pose quand même quelques problèmes aux gens pour arriver à les comprendre. Ça lui permet même de prédire une loi précise. Il dit, si vous pouviez mesurer un certain nombre de propriétés de l'effet photoélectrique, voilà ce que je prédis. Alors là, on a encore un très beau morceau de physique. Millikan, très grand expérimentateur américain qui avait mesuré la charge de l'électron. Millikan ne croit absolument pas à cette théorie de l'effet photoélectrique d'Einstein, à cette histoire de photons. Et en cela, Millikan est comme l'immense majorité des physiciens de son époque. On connaît une anecdote. En 1913, Einstein, qui a déjà fait des découvertes fondamentales, est proposé pour être élu à l'Académie des sciences de Prusse. Et le grand physicien qui écrit sa notice de présentation, qui je ne sais qui, peut-être Planck ou quelque chose comme ça, dit, bon, écoutez, d'accord, avec son histoire d'effet photoélectrique, là, vraiment, on ne peut pas le prendre très au sérieux, mais il a fait tellement d'autres contributions importantes, on va lui pardonner l'histoire de l'effet photoélectrique. Donc personne ne croit à l'effet photoélectrique. Et Millikan, qui fait partie des gens qui n'y croient pas, en 1915, s'embarque dans une série d'expériences pour mesurer les quantités auxquelles Einstein s'était intéressé. Et résultat des courses, Millikan trouve que la loi de l'effet photoélectrique d'Einstein est confirmée par l'expérience. Et donc Millikan change son fusil d'épaule et dit, eh bien, je suis obligé de reconnaître que Einstein avait raison. Et résultat, Einstein aura le prix Nobel en 1922
pour l'effet photoélectrique. C'est vous dire si ça surprenait les gens, cette affaire d'effet photoélectrique. On ne lui donne pas pour la relativité, on ne lui donne pas pour le mouvement brownien, on lui donne pour l'effet photoélectrique. Et puis, il va y avoir d'autres expériences, comme les expériences de Compton, qui confirment que, par exemple, les rayons X, on doit, d'un certain point de vue, les considérer comme des corpuscules et qui possèdent une quantité de mouvement, qui peuvent arracher un électron en lui tapant dessus, etc. Alors, le problème, c'est que, évidemment, ce n'est pas parce qu'on a décidé que la lumière était faite de grains qu'on doit oublier toutes les expériences qu'on avait accumulées au siècle précédent et qui avaient conduit Young et Fresnel à la conclusion que la lumière est une onde. Comment allons-nous faire pour interpréter les expériences d'interférence et les expériences de diffraction avec des corpuscules? A priori, ce n'est pas possible. Un corpuscule n'interfère pas, un corpuscule ne donne pas de diffraction. Et donc, naturellement, Einstein est parfaitement au courant de ce problème, et ce problème le hante. Et en 1909, alors, je vais vous demander de m'excuser, hein, on a été un peu bousculé ces derniers temps au laboratoire, c'est pour une bonne cause, hein, on a découvert un phénomène qu'on pense important, donc on a passé beaucoup de temps. Je n'ai pas eu le temps de transcrire tous mes transparents en français, donc vous avez des transparents en anglais, mais enfin, si vous m'écoutez, normalement, je parle français, donc ça devrait passer. Alors, en 1909, Einstein, qui est hanté par ce problème de est-ce que c'est une onde, est-ce que c'est des particules, il fait une conférence à Salzbourg dont on a le texte, et dans cette conférence, il a toute une série d'arguments qui le conduisent à dire que la lumière est à la fois une onde et une particule. Alors je veux juste ici vous montrer un résultat qu'il établit dans ce texte de cette conférence. Ce n'est pas la peine de vous laisser effrayer par les équations. Par un raisonnement dont il a le secret, il n'y a qu'Einstein qui était capable de faire des raisonnements comme ça. Il arrive à étudier et à écrire une équation pour les fluctuations du rayonnement thermique. Dans le rayonnement thermique, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, je chauffe un objet, il y a du rayonnement. Alors, ce rayonnement, on peut prédire qu'à telle longueur d'onde et pour telle température, il y a une certaine intensité lumineuse. Mais de plus, on a des raisons de penser qu'il y a des fluctuations fondamentales de cette intensité lumineuse. Et Einstein, par un raisonnement très abstrait, dont il a le secret, arrive à calculer quelles doivent être ces fluctuations pour respecter à la fois les lois de la thermodynamique et un certain nombre de lois très fondamentales de la physique. Et il écrit une formule, et cette formule, il l'interprète d'une façon qui est la même que celle que nous utiliserions aujourd'hui, c'est absolument remarquable. Il voit deux termes. Donc, j'ai du rayonnement, ici, et ce rayonnement a des fluctuations. Pourquoi y a-t-il des fluctuations? Si je regarde dans un petit volume, pourquoi y a-t-il des fluctuations? Eh bien, il y a un premier terme ici qui s'interprète en admettant que ce rayonnement est porté par des particules. Et comme vous le savez, quand vous avez des particules qui sont réparties en moyenne avec une densité constante, il n'empêche qu'il y a des fluctuations. Mais regardez quand la pluie tombe sur le sol, vous avez une goutte qui tombe ici, une goutte qui tombe là, et si vous regardez à chaque instant, au bout de, je ne sais pas, d'une minute de pluie, vous avez peut-être sur 10 cm² en moyenne 10 gouttes qui sont tombées, mais sur ce carré il y en aura 10, sur le carré à côté il y en aura 8, sur le carré à côté il y en aura 12. Et c'est ce qu'on appelle une loi statistique de Poisson. Et donc, imaginez le rayonnement du corps noir, vous prenez un petit volume et vous vous dites l'énergie là-dedans, elle est portée par des particules. Si ces particules sont réparties par une certaine densité moyenne, il peut y avoir une fluctuation décrite par une loi de Poisson. Ça, c'est le premier terme qui est là. Mais il a trouvé également un deuxième terme, et le deuxième terme qui est dans sa formule, c'est un terme que l'on peut interpréter en disant que la lumière est faite par des ondes qui s'entrecroisent dans tous les sens, qui ont des fréquences très variées, et des phases très variées, et tout ça fait des battements un peu comme la mer. Vous voyez, la mer est agitée par des trains de vagues qui vont dans tous les sens, et tout ça fluctue. Et donc le deuxième terme est relié à des ondes. Et il dit, mais regardez, dans ma formule, il y a les deux. Donc la lumière est à la fois une onde et une particule, il n'y a pas besoin de trancher entre les deux concepts. Alors ça c'est prémonitoire de ce que va être le raisonnement de Louis de Broglie en 1923, donc on parle quand même de 14 ans plus tard, hein, où Louis de Broglie, prenant un raisonnement de ce type, mais à l'envers, va dire, eh bien, puisque la lumière
dont nous pensions que c'était une onde à la fin du 19e siècle, nous avons été amenés à penser que c'est également un corpuscule, eh bien je vais faire le raisonnement inverse. Je prends un électron dont tout le monde pense que c'est un corpuscule et je vais lui associer une onde. Et c'est ce qu'on appelle la mécanique ondulatoire. Donc nous avons atteint la fameuse question de la dualité onde-corpuscule. Et donc la dualité onde-corpuscule, c'est le fait qu'une onde est également un corpuscule, et c'est le fait qu'un corpuscule est également une onde. Alors tout ça, c'est bien joli, c'est facile à dire, c'est moins facile à se représenter. Et le reste de cette conférence eh bien, va consister à essayer de vous faire sentir ce qu'est la dualité onde-corpuscule, mais je dois vous avertir, à la fin, vous ne serez pas beaucoup plus confortable avec ces concepts, parce que moi, ça fait une petite quarantaine d'années que je réfléchis à ça, et je trouve que c'est toujours aussi stupéfiant, mais je vais essayer de vous faire partager ce que nous savons sur le sujet. Mais avant de se lancer dans le fait que c'est stupéfiant, paradoxal, tout ce que vous voulez, il faut d'abord que je vous dise pourquoi nous croyons à la dualité onde-corpuscule. C'est parce que c'est un concept qui a été extraordinairement fructueux. C'est la dualité onde-corpuscule qui a permis le développement de toute la physique du XXe siècle, qui a essentiellement compris les propriétés de la matière et de ses interactions avec la lumière. Alors, quelque chose d'aussi simple que la stabilité de la matière. La stabilité de la matière ne pouvait pas être comprise avant qu'on ait la physique quantique que l'on exprime par la dualité onde-corpuscule. À la fin du 19e siècle, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la matière est faite de charges positives et de charges négatives. On sait que les charges positives et les charges négatives s'attirent. Conclusion, si vous avez un ensemble de charges positives et négatives qui s'attirent, tout ça doit s'effondrer. Donc il n'y a aucune raison que la matière soit solide et que moi je tienne debout sur cette estrade, etc. On n'a pas d'autre explication de la stabilité de la matière que d'aller invoquer la dualité onde-particule. Alors je vous explique en deux mots quelle est l'explication. Prenez simplement deux particules, une particule positive et une particule négative. Par exemple le noyau, le proton qui est le noyau de l'atome d'hydrogène et puis l'électron qui est autour. Si vous cherchez à les rapprocher de plus en plus l'un de l'autre, et que vous vous souvenez qu'à l'électron, vous devez associer une onde, alors comme vous allez les rapprocher de plus en plus l'un de l'autre, vous allez les confiner sur une distance de plus en plus petite, vous allez être amené à associer une longueur d'onde de plus en plus petite. Qui dit longueur d'onde petite, dit fréquence élevée. Quand vous cherchez sur votre poste de radio, petite longueur d'onde égale fréquence élevée. Mais fréquence élevée à cause de la relation d'Einstein, E égale h nu, fréquence élevée égale énergie très élevée. Autrement dit, quand je cherche à rapprocher l'électron du noyau, ça me coûte de l'énergie. Il faut que j'apporte de l'énergie au système pour arriver à la rapprocher. Donc comme j'ai pas une énergie infinie, je ne vais pas pouvoir arriver à trop les approcher. Donc c'est la dualité de particules qui nous permet de comprendre la stabilité de la matière, qui nous permet de comprendre la stabilité des atomes, des molécules, des solides, qui nous permet de calculer et de comprendre leurs propriétés électriques, mécaniques, thermiques, toutes les propriétés spectroscopiques, c'est-à-dire la nature de la lumière qui est émise, et puis ça va même permettre de comprendre des propriétés tout à fait extraordinaires comme la supraconductivité, l'hélium superfluide, les condensats de Bose-Einstein. Aujourd'hui, je travaille beaucoup sur les condensats de Bose-Einstein. Donc tout ça, c'est le physicien qui est en train de comprendre, et ça va même permettre d'inventer. Ça va permettre d'inventer quoi? Par exemple le laser, par exemple le transistor. Les gens qui ont inventé le transistor étaient les meilleurs physiciens de l'époque qui travaillaient à comprendre la façon dont le courant électrique se propage dans les solides, qui étaient des virtuoses de la physique quantique. Ils ont d'ailleurs eu des prix Nobel pour la compréhension quantique de ces choses-là, et ils nous ont inventé le transistor et le laser. Et je vous rappelle que si le transistor et le laser n'existaient pas, la société de l'information et de la communication au cœur de laquelle nous sommes n'existerait pas. D'accord? Sans transistors et dont les circuits intégrés, les ordinateurs, etc., pas de traitement rapide et de stockage de l'information, et sans laser, pas d'autoroute de l'information pour avoir des débits immenses sur les fibres optiques. D'accord? Eh bien ça, c'est le résultat de la physique quantique. Alors ça, c'est le premier transistor, 1947, et ça, le premier laser, 1960. Donc, avant de s'embarquer sur
les bizarreries de la dualité onde-particule ou sur le côté paradoxal, je dois vous dire, voilà pourquoi nous y tenons. Nous y tenons parce que c'est l'outil le plus fantastique que la physique a eu à sa disposition au XXe siècle. Mais, pour tous ces phénomènes, il s'agissait de physique quantique appliquée à des très grands ensembles. C'est-à-dire quand vous prenez les électrons dans un solide, vous en avez un nombre faramineux, 10 puissance 23, 10 puissance 24, 10 puissance 25. Or, il se trouve que la physique quantique fait des prédictions statistiques. Elle dit la probabilité qu'un électron fasse ceci ou cela, la voilà. Mais quand vous en avez 10 puissance 25, la probabilité c'est très bien. Si on vous dit qu'il y en a 10% qui vont vers la droite et 90% qui vont vers la gauche, vous ne vous posez pas la question de savoir ce qu'un électron particulier fait. Vous dites oui, oui, bien sûr, mais il y a un courant qui est 10 fois plus fort dans un sens que dans l'autre et on n'en parle plus. Et donc, les gens se sont pas trop posé la question pendant la plus grande partie du XXe siècle, la question suivante, mais qu'est-ce qui va se passer si au lieu d'avoir 10 puissance 20, 10 puissance 30 particules et pour appliquer la physique quantique, qu'est-ce qui se passe si j'ai une seule particule? Si la physique quantique me dit, voilà, cette particule, elle a 10% de chance d'aller vers la droite et 90% de chance d'aller vers la gauche, oui, mais elle fait quoi, la particule? Elle va vers la droite ou elle va vers la gauche? Encore une fois, si j'en ai un grand ensemble, je dis il y en a 10% à droite, 90% à gauche, ça ne me pose pas de problème conceptuel. Mais une particule unique, on peut commencer à se poser des questions. Et donc, les physiciens s'étaient posé cette question depuis longtemps, et ils se la posaient de façon conceptuelle. Et par exemple, dans des livres comme le livre de Feynman, eh bien, on trouve décrits des expériences, mais quand on lit leurs écrits, ils ne pensaient absolument pas que ces expériences seraient réalisables un jour. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis une trentaine d'années, les physiciens ont appris à isoler, contrôler, maîtriser et observer des particules uniques qui ont des comportements quantiques. Donc nous pouvons aujourd'hui nous poser des questions sur le comportement quantique de particules uniques, et c'est là qu'on va voir les vrais problèmes conceptuels, les vrais paradoxes de la physique quantique. C'est dans ça que je vais vous décrire maintenant. Alors ici, j'ai un texte qui malheureusement, mon scanner n'a pas bien marché. Alfred Kassler, qui, vous le savez, a eu le prix Nobel il y a une quarantaine d'années pour l'invention du pompage optique, qui est un des ingrédients qui a permis d'inventer le laser. Alfred Kassler, jeune professeur à Bordeaux en 1930, qui venait d'entendre parler de la dualité onde-particules de Louis de Broglie, était obsédé par ces problèmes. Et pourquoi je présente ce texte, que je vais vous lire, si vous n'arrivez pas à bien le lire, c'est un texte que je présente souvent aux jeunes, pour leur dire, attention, c'est pas du tout un défaut de se poser des questions et d'être troublé par, entre parenthèses, ou entre guillemets, les mystères. Parce que Alfred Kassler était troublé. Et le fait qu'il était troublé, ça a sûrement stimulé son imagination. Et c'est sûrement parce qu'il était troublé qu'il a eu cette imagination qui lui a permis d'inventer le pompage optique et à la fin d'avoir le prix Nobel. Alors ce que disait Kassler, c'est la chose suivante. Les efforts de conciliation de Louis de Broglie ont abouti à l'admirable synthèse de la mécanique ondulatoire ou mécanique quantique. Mais si cette synthèse satisfait le mathématicien, parce qu'en effet on a les équations, elle continue à inquiéter le physicien qui ne saurait se contenter de formules abstraites. Pour lui, la dualité entre les aspects ondulatoires et les aspects corpusculaires de la lumière reste un mystère non résolu, mystère qui s'est même singulièrement enrichi par l'extension de cette dualité à la matière. Donc vous voyez, je veux juste dire que se poser des questions, c'est très bien, ça permet d'être créatif et il ne faut pas hésiter à le faire. Ça, c'est une photo d'Alfred Kassler à cette époque. Vous voyez, on change. Donc passons à la dualité onde-particules dans les livres. Et particule par particule. Donc ça, c'est une expérience dite expérience de pensée que vous trouvez dans un célèbre livre de physique écrit dans les années 60 par Feynman, où Feynman nous dit la chose suivante. Imaginons qu'on a une source ici qui émet les particules une par une, et toutes dans le même état. Dans le même état, c'est-à-dire on fait ce qu'on peut pour contrôler aussi bien que possible, mais enfin, ça ne part pas dans une direction bien déterminée, ça arrose un peu quand même. Hein. Et voilà, on fait du mieux qu'on peut. Et on met deux trous ici, donc ça va être l'expérience des trous de Young. Et ici, on met un détecteur. Et ce détecteur compte combien de particules on reçoit. Donc, comme on sait combien on en émet, eh bien, on peut déterminer la probabilité de détecter. Et puis, on déplace le détecteur et on regarde
comment varie la probabilité de détection quand on déplace le détecteur. Alors là, j'ai mon animation qui est un peu ratée, parce qu'en fait, ce que je voulais voir, c'était quoi? Ah, je reviens en arrière. Bon, alors on va revenir en arrière, et vous allez me croire, ici, ce qu'on devrait voir, c'est une belle modulation sinusoïdale. Hein, j'ai un peu raté mon animation là sur l'ordinateur, c'est pas très grave. Donc ce qu'on observe, c'est que quand on déplace le détecteur, il y a des endroits où la probabilité de détection est faible et des endroits où la probabilité de détection est forte. En revanche, si je bouche un des trous, ici, alors la probabilité de détection est la même, quel que soit le point du détecteur. On a cette fois-ci une sorte d'éclairement uniforme. Ce n'est pas de l'éclairement parce que c'est des particules, mais on a une sorte d'éclairement uniforme. Et donc vous voyez que le physicien qui a un tant soit peu de bagages, il dit, ben, là je comprends bien ce qui se passe. Si, lorsque j'ai émis quelque chose, que ce quelque chose passe dans deux trous, j'ai une modulation quand j'explore l'espace, c'est qu'en réalité c'est une onde. Cette onde se partage en deux. J'ai une ondelette qui vient du premier trou, une ondelette qui vient du deuxième trou. Et si les deux ondes arrivent en phase en un point, c'est un endroit où la probabilité est grande. Et si les deux ondes arrivent en opposition de phase à un autre point, c'est un endroit où la probabilité est faible. Donc, la conclusion d'un physicien raisonnable, c'est de dire, écoutez, je croyais que c'était des particules, mais en réalité c'est une onde qui arrose les deux trous à la fois, et puis j'ai des petites ondelettes qui sont réémises par les deux trous qui sont là, et dont je comprends bien que ce soit modulé. Et si maintenant je bouche un des trous, ben, si j'ai un des trous, il n'y a rien pour interférer, donc mon onde elle passe par un seul trou, ça arrose de façon uniforme, on n'en parle plus. Alors une expérience que Feynman ne décrit pas dans son livre, parce que sans doute il considère que ça va de soi, mais que je pense qu'il faudrait faire pour bien mettre le doigt sur le caractère paradoxal de la dualité en deux particules, c'est qu'il faudrait prendre la même source et les mêmes trous, ces mêmes trous qui nous ont donné une modulation, c'est-à-dire un comportement d'onde. Il faudrait mettre maintenant un détecteur derrière celui-ci, un détecteur derrière celui-là, et pour autant qu'on le pense, si on a vraiment une seule particule à la fois, on va avoir une détection soit d'un côté, soit de l'autre, mais pas des deux côtés à la fois. Et effectivement, ce que vous prédit un modèle corpusculaire, c'est que si vous mettez ici un compteur qui est capable de détecter les coïncidences, c'est-à-dire le fait qu'on aurait une détection à la fois ici ou là, eh bien, ce détecteur de coïncidence ne trouvera jamais rien, dont la probabilité de détection en coïncidence est zéro. D'accord? Si vous avez ici des particules comme des boules de billard, une boule de billard, elle va soit ici, soit là, mais elle n'ira pas des deux côtés à la fois. Donc vous commencez à sentir venir le paradoxe. Dans l'expérience précédente, on a conclu qu'il y a quelque chose qui passe par les deux trous à la fois. Mais dans cette expérience-ci, si on la faisait, et vous verrez qu'on l'a faite finalement, dans cette expérience-ci, on conclut que ça va soit dans un trou, soit dans l'autre. Mais attention, c'est la même source et les mêmes trous. C'est là que le paradoxe va arriver. Donc, côté ondulatoire, j'observe des franges. Côté corpusculaire, j'observe pas de coïncidence d'un côté et de l'autre. Alors on pourrait se dire, est-ce que ce test a été fait? Je vous l'ai déjà un petit peu annoncé. Il se trouve que, alors que le livre de Feynman avait été écrit en 1960, cette expérience n'a pas été faite jusqu'au début des années 1980. Et en fait, cette expérience a été faite par Philippe Grangier, qui a fait sa thèse avec moi dans ces années-là, et qui vous présentera la conférence, je ne sais plus si c'est la semaine prochaine ou la semaine suivante. Et donc, il vous présentera une autre conférence qui va avoir trait à ma propre thèse. Vous voyez, on a fait des présentations croisées. Et en tout cas, dans sa thèse, Philippe Grangier a réussi à faire cette expérience que je vais vous décrire maintenant, mais jusque-là, ça n'avait jamais été fait. Alors on peut se demander pourquoi les physiciens n'avaient jamais éprouvé le besoin de faire cette expérience. D'abord parce que c'était très difficile. Comme je vous l'ai dit, manipuler des particules quantiques uniques, on a appris à le faire qu'il y a environ une petite trentaine d'années. Et puis, deuxièmement, cela semblait évident. Alors cela semblait évident quand les gens essayaient d'avoir une source avec des électrons, parce que n'est-ce pas, des électrons c'est une corpuscule, tout le monde le sait, mais ça semblait aussi évident quand les gens essayaient de faire de l'expérience avec la lumière, parce qu'ils disaient si je veux avoir un seul photon à la fois, je vais mettre un verre absorbant devant la source qui va être tellement absorbant qu'il va y avoir seulement un photon de temps en temps. Donc ils disaient le faisceau lumineux est tellement faible qu'en moyenne j'ai un photon tous les 10 km.
Il faisait un calcul moyen, statistique. Il disait en moyenne, j'en ai qu'un tous les 10 kilomètres, donc c'est des sources à photons uniques. Et en fait, il faut savoir, c'est assez drôle, que ce problème avait réellement intéressé les physiciens depuis le début du XXe siècle. Dès, vous voyez, un an, peut-être que c'est 3 ans, je crois que je me trompe sur la date, je crois que c'est 1909. En 1909, Taylor, un gentleman britannique, ayant appris les résultats, ou plutôt ayant appris la théorie d'Einstein sur l'effet photoélectrique, s'était dit, si la lumière est vraiment formée de corpuscules, il faudrait savoir si le caractère ondulatoire survit au cas où j'ai un seul photon à la fois. Alors il se trouve que ce monsieur Taylor, en plus, était donc un aristocrate britannique qui avait un yacht et qui adorait faire le tour du monde avec son bateau. Et donc il cherchait une expérience qui lui permette de satisfaire sa passion pour la physique et sa passion pour le yachting. Il a trouvé une expérience formidable, il a pris une source de lumière, il a mis devant des absorbants de façon à ce que le flux de lumière qui venait derrière soit tellement faible qu'ensuite, en faisant une expérience de diffraction, il faudrait mettre une plaque photographique et faire une pause de 6 mois. Donc il est parti en bateau, il a fait une croisière de 6 mois, il est revenu, il a développé sa plaque photographique et il a observé une figure de diffraction. Et il a dit donc, même quand on a un seul photon, eh bien ça a des propriétés ondulatoires. Puis vous avez comme ça toute une série d'expériences qui ont été faites au cours des années, dont l'immense majorité ont donné un accord avec l'idée que même quand il y a un seul photon à la fois, eh bien on a un comportement ondulatoire. Alors la question était-elle réglée ? Et non, parce qu'on a réalisé, on a réalisé ça dans les années 1960, qu'en réalité, il fallait un petit peu revoir le raisonnement d'Einstein. Einstein avait dit que la lumière est nécessairement composée de photons pour interpréter l'effet photoélectrique. Mais ça, c'était à l'époque où on ne connaissait pas bien la théorie quantique. En 1960, on connaissait assez bien la théorie quantique pour savoir que pour interpréter l'effet photoélectrique, il n'y a pas du tout besoin du concept de photons. En fait, il suffit que quelque chose soit quantifié, par exemple le détecteur. Or, en 1960, on sait que la matière est formée d'atomes qui sont quantifiés. Donc, vous pouvez parfaitement décrire l'effet photoélectrique sans photons. Vous pouvez parfaitement décrire l'effet photoélectrique en disant la lumière est formée d'une onde classique. En revanche, la matière est formée de particules et de quantifiées. Et ça vous permet de comprendre l'effet photoélectrique. Alors, est-ce qu'il faut enlever le prix Nobel à Einstein? Bien sûr pas. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Bien sûr pas. Parce qu'en 1905, il n'y avait de théorie quantique ni de la matière ni de la lumière. Et ce qui est certain, c'est que si vous n'avez quantifié ni la matière ni la lumière, vous ne pouvez pas comprendre l'effet photoélectrique. Donc Einstein a compris qu'il fallait quantifier quelque chose. Il a décidé de quantifier la lumière, c'était un coup de génie. Il aurait pu décider de quantifier la matière, et dans ce cas-là, il aurait eu 8 ans d'avance sur Bohr, qui a introduit l'atome de Bohr en 1913. Donc, il faut replacer les choses dans leur contexte, comme toujours. Mais toujours est-il qu'en 1960, on sait que finalement, eh bien, peut-être bien qu'on n'est pas obligé d'introduire le concept de photon, dont la notion de photon unique dans ces expériences, dans les expériences comme celle de M. Taylor, elle est très contestable. Et donc, on va se poser la question, est-ce que de la lumière très atténuée, c'est vraiment des corpuscules? Et d'abord, on va se poser la question, mais comment on va caractériser le comportement de corpuscules? Alors pour ça, avec Philippe Grangier, eh bien on a développé un petit critère et on a dit la chose suivante. Ici, on a une source et on ne sait pas ce qu'elle émet. On ne sait pas si elle émet des particules, on ne sait pas si elle émet des ondes. Si elle émet une onde, on sait prédire le résultat de l'expérience. Si elle émet une onde, l'onde se coupe en deux et donc vous avez simultanément un signal ici et un signal là. Donc vous aurez une probabilité de détection simple ici, vous aurez une probabilité de détection simple ici, mais comme vous arrosez en même temps les deux détecteurs, vous aurez aussi une probabilité de détection en coïncidence et il est facile de démontrer que n'importe quel modèle d'onde aboutit à la conclusion que cette probabilité de détection en coïncidence est au moins égale au produit des détections simples. Donc vous avez un rapport qui est probabilité de coïncidence divisée par le produit des détections simples. Ce rapport doit être nécessairement plus grand que 1 si vous avez une onde. En revanche, si j'envoie une particule unique, encore une fois à boule de billard, elle va être détectée soit ici, soit là, et elle ne peut pas être détectée des deux à côté à la fois, donc vous aurez la probabilité de coïncidence qui vaudra 0. Alors comme les choses ne sont jamais parfaites,
dans la physique expérimentale, vos détecteurs ont un peu de bruit, donc de temps en temps il y a un coup même si rien n'est arrivé, donc vous allez accepter que ce ne soit pas tout à fait zéro, mais vous direz que dès l'instant où votre probabilité de coïncidence est plus petit que le produit P1, P2, vous êtes certain que ça ne peut pas être une onde, donc c'est un comportement corpusculaire. Donc on a établi un critère pour dire, voilà, j'ai une source de lumière ici, je fais cette expérience-là, si alpha est plus grand que 1, c'est une onde normale, on ne va pas s'étonner que ça fasse des interférences. Si alpha est plus petit que 1, là c'est incontestablement un comportement corpusculaire, tout se passe comme si ça passait d'un côté ou de l'autre, mais pas des deux côtés à la fois. Et donc, pour bien montrer qu'on avait bien compris ce qui se passait, on a dit, et si maintenant nous revenons à ces expériences de lumière très atténuées, eh bien ces expériences de lumière très atténuées n'ont absolument pas un comportement corpusculaire, et pour le prouver, nous avons pris une source très faible qui envoyait des impulsions de lumière, et dans chacune de ces impulsions, en moyenne, il y avait 1/100 de photon. Ça veut dire que vous atténuez d'un facteur. Alors qu'est-ce que ça veut dire en moyenne 1/100? Ça veut dire que 99 coups, il n'y a rien, et puis de temps en temps, il y en a un. Alors les gens auraient dit, ça, c'est des photons bien séparés. Eh bien, pas du tout. Quand nous avons fait l'expérience, comme nous l'avions prévu, parce que nous comprenons bien ce que nous faisons, on a trouvé alpha un peu plus grand que 1, c'est-à-dire que ça s'est comporté comme une onde. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous atténuez une source, eh bien, on retombe sur la fameuse distribution de Poisson dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un coup sur 100, il y a une particule, mais un coup sur 10 000, il y en a 2. Et un coup sur 1 million, il y en a 3. Et ces 2 particules qui sont là dans un coup sur 10 000, et ces 3 particules qui sont là dans un coup sur 1 million, je ne sais pas combien, c'est juste la quantité qu'il faut pour que de temps en temps, vous activiez les 2 détecteurs qui sont là. Donc, si vous insistez pour avoir un point de vue corpusculaire, ce n'est sûrement pas des particules uniques, puisque de temps en temps, il y en a 2, 3, 4, et la meilleure description, c'est une description en termes d'ondes. Donc, en fait, la lumière atténuée, ce n'est pas du tout des particules uniques, dont nous avons conclu que les expériences qui avaient été faites jusque-là n'étaient pas significatives. Et je vous ai dit qu'à cette époque, on réfléchissait de plus en plus à la façon de produire des objets uniques, et pour produire un photon unique, il y a une idée toute naturelle pour tout étudiant en physique qui est la suivante. Vous prenez un atome unique, vous le portez dans un état excité et vous attendez. Et au bout d'un certain temps, cet atome va se désexciter en émettant un photon. Un photon et un seul, parce qu'il y a conservation de l'énergie. Si vous émettiez 2 photons alors que vous avez porté un seul atome dans l'état excité, il n'y aurait pas conservation de l'énergie. Et ça, je suis désolé de vous dire, au cas où vous penseriez qu'on peut facilement résoudre le problème de l'énergie dans l'univers, la conservation de l'énergie, jusqu'à preuve du contraire, on a de fortes raisons d'y croire. Donc ici aussi, et donc si vous avez un atome unique, vous le portez dans un état excité, quand il va émettre un photon et un seul. Or, dans les sources classiques que nous avons ici, lampe à incandescence, lampe à décharge, etc., ce n'est pas du tout comme ça que ça se présente. Vous avez des milliards et des milliards d'atomes qui émettent simultanément, donc vous avez un flux moyen de photons décrit par des lois de Poisson, et c'est pour ça que la description ondulatoire est bien meilleure. D'accord ? Donc, il va falloir passer à des nouvelles lampes. Alors, avec Philippe Grangier, on a réussi à développer. Donc toute la difficulté, c'est d'arriver à isoler un atome unique. Alors à l'époque, on n'a pas réussi à isoler un atome unique dans l'espace. Aussi petit que soit le volume qu'on observait, on avait beaucoup d'atomes à la fois, mais on a fait aussi une sélection dans le temps. Parce qu'on avait des atomes qui étaient capables d'émettre des paires de photons. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de ces paires de photons jumeaux. Vous en entendrez parler la semaine prochaine par Philippe Grangier, en tout cas. Et notre source émettait des paires de photons, et donc il y avait beaucoup d'atomes qui émettaient en même temps des paires de photons. Mais quand je dis en même temps, ce n'est pas tout à fait comme ça ce qui va se présenter. Quand vous regardez l'échelle de temps, lorsque vous émettez le premier photon, le second va être émis dans les 5 nanosecondes qui suivent. Alors 5 nanosecondes, c'est 5 milliardièmes de seconde, ce n'est pas beaucoup. Et le taux moyen d'émission de tous les atomes que nous avons dans la source est beaucoup plus petit, dont l'intervalle de temps entre 2 émissions successives est beaucoup plus petit que ces 5 nanosecondes. Donc il faut se représenter cette source avec beaucoup d'atomes. De temps en temps, j'ai une paire, puis plus rien. Puis une paire, puis plus rien. Puis une paire, puis plus rien. Donc notre idée, ça a été de dire, on va détecter le premier photon de la paire, et on sait que dans les 5 nanosecondes qui suivent, on est certain d'avoir un photon qui vient de cet atome-là, et la probabilité d'en avoir un qui vient de n'importe où ailleurs est tellement négligeable qu'on va vraiment avoir de la lumière qui va ressembler à un état à un photon. Donc on a fait ça, et on a fait l'expérience, et l'expérience a marché,
Mais je vais maintenant vous montrer comment on fait l'expérience de façon moderne. Donc ça a été la première source à un photon. Mais aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des microscopes confocaux. On peut éclairer les objets avec des lasers très particuliers. Et on arrive aujourd'hui à éclairer un émetteur unique. Et si vous envoyez un petit coup de laser sur cet émetteur unique, vous répétez un photon et un seul. Donc, on sait aujourd'hui produire ce que nous croyons être des états à un photon. Et l'expérience le confirme. Dans cette expérience moderne qui a été réalisée récemment à l'École normale de Cachan par Jean-François Roch et son équipe, vous en entendrez parler à nouveau, comme dans l'expérience qui avait été réalisée par Philippe Grangier par sa thèse à l'époque, le alpha vaut nettement moins que 1. Vous voyez, 0,18, c'est beaucoup moins que 1. Ce qui veut dire qu'on avait vraiment réussi dans cette expérience, comme dans cette expérience récente, à produire maintenant des paquets de lumière qui se comportent vraiment comme un photon, c'est-à-dire quelque chose qui va soit d'un côté, soit de l'autre, mais certainement pas des deux côtés à la fois. Alpha plus petit que 1 veut dire c'est pas une onde qui passe des deux côtés à la fois. Alors une fois que vous avez fait ça, évidemment, vous êtes très excité parce que vous dites maintenant j'ai un photon unique. Alors ce photon, il va accepter d'interférer ou pas? Puisqu'il va soit d'un côté, soit de l'autre, on peut se dire il ne va pas interférer. Alors évidemment, on ne s'est pas privé de faire l'expérience avec Grangier, c'est-à-dire que notre photon unique, on l'envoyait sur une lame. Alors dans la première partie de l'expérience, on vérifiait qu'il allait soit d'un côté, soit de l'autre côté de la lame, mais pas des deux côtés à la fois. Ça, c'est ce que prouve la mesure alpha plus petit que 1. Et puis ensuite, vous remettez deux miroirs, vous recombinez sur une deuxième lame et vous observez à la sortie. Et maintenant, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez un interféromètre. Parce que si vous prenez le point de vue de l'opticien des ondes, il dit j'ai une onde qui arrive, qui se coupe en deux, qui se recombine, et la probabilité de détecter ici ou là va dépendre de la différence des chemins entre les deux côtés de l'interféromètre. Et on a fait l'expérience, et on a trouvé que si on est assez patient, c'est-à-dire on envoie suffisamment, on répète suffisamment longtemps l'expérience, parce que quand vous avez un photon, vous le détectez à un endroit, vous ne pouvez rien conclure. Donc vous répétez un grand nombre de fois l'expérience, vous construisez des histogrammes, et à la fin, vous avez une belle modulation. Alors l'expérience a été répétée récemment, et comme maintenant on a des moyens vidéo et tout, je vais même vous montrer en direct, ou enfin en direct, en vrai, une expérience d'interférence à photo unique. Donc dans cette expérience, vous voyez ce qu'on a. On a un échantillon ici. Cet échantillon émet, je prétends qu'il émet un photon à la fois, et pour le prouver, je fais la chose suivante. Le faisceau lumineux qui est émis de cet échantillon, je l'élargis avec un collimateur, je le fais passer à travers une lentille, et là je l'envoie sur ce qu'on appelle un biprisme de Fresnel. Vous voyez que ce n'est pas nouveau, ça a 2 siècles, mais c'est toujours très intéressant. Ce sont 2 petits prismes tête-bêche, ce qui fait que le haut du faisceau est dévié vers le bas, et le bas du faisceau est dévié vers le haut. Et je vais mettre un détecteur ici et un détecteur là. Si j'ai un seul photon, qu'est-ce qui va se passer? Il sera obligé de choisir. Il devra passer soit en haut, soit en bas. Il ne pourra pas passer des deux côtés à la fois. D'accord? Et donc, je détecterai soit ici, soit là. Alors, test, le fameux paramètre alpha. Donc, on fait le test. On regarde s'il y a des coïncidences. Il y en a quelques-unes parce qu'il y a du bruit. Mais test, alpha égale 0,13. Donc, il n'y a pas de doute. Ça se comporte comme une particule unique qui est passée soit ici, soit là, mais sûrement pas des deux côtés à la fois. Bon, alors maintenant qu'on a fait ça, on va se demander si quand même ça ne pourrait pas interférer. Donc qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on vient mettre une plaque photographique moderne, c'est-à-dire une caméra CCD, on vient la mettre ici, à l'endroit où les deux faisceaux se recouvrent. Et donc maintenant, vous raisonnez en termes d'ondes, vous avez une onde qui se coupe en deux, une ondelette qui passe en haut, une ondelette qui passe en bas, et en n'importe quel point ici, vous vous attendez à avoir une interférence. Donc on fait l'expérience, et on observe, et avec une caméra CCD moderne, vous pouvez arriver à voir les photons arriver un par un. Donc on va le faire, si la technique ne nous trahit pas. C'est dans la boîte, hein. Voilà, ça on me demande s'il n'y a pas de virus. Non, il n'y a pas de virus. Voilà, alors c'est parti. Nous avons ici l'écran noir, hein, c'est le capteur de la caméra CCD, et chaque fois qu'on va avoir un photon qui va arriver, on va voir apparaître un petit point. Donc vous voyez apparaître les points. Vous voyez progressivement les points qui apparaissent ici.
Et alors, on commence à deviner qu'évidemment, il y en a davantage ici qu'à côté. Et pour bien s'en rendre compte, ce qu'on fait, c'est qu'on additionne l'ensemble des coups détectés sur chaque ligne verticale et on reporte ça ici. Et donc, on commence très très nettement à voir que ici, il y en a beaucoup, ici, il n'y en a pas souvent, ici, il y en a souvent, ici, il n'y en a pas souvent. C'est une vraie expérience, hein, ça. C'est vraiment l'expérience faite en photons uniques. Et vous voyez les choses qui se construisent progressivement. Et vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on accumule, on voit une figure qui est de plus en plus nette. Hein, on dit que le rapport signal sur bruit s'améliore hein, au fur et à mesure de la construction de cette figure. Et vous voyez incontestablement apparaître de magnifiques franges. Et cette modulation vous dit, oui, ça se comporte vraiment comme une onde. Alors vous allez me dire, bon, ben d'accord, une onde qui se comporte comme une onde, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Ben, je vous rappelle, je vais l'arrêter, voilà, on l'a assez vu, hein, vous êtes tous convaincus. Hein. Je vous rappelle qu'on a dit que dans un premier temps, il y avait le photon qui passait soit en haut, soit en bas. Mais maintenant, on voit des franges, ça veut dire qu'il a dû passer à la fois en haut et en bas. Et bien c'est ça, la dualité onde particules. Alors, résumons, c'est bizarre. Dans la première expérience, on dit ça va soit ici, soit là. Dans la deuxième expérience, on dit il y a quelque chose, et ce quelque chose ne peut être qu'une onde qui passe par les deux trous à la fois. Et pourtant, quand vous regardez la source et les deux trous qui sont là, c'était exactement le même dans les deux expériences. Donc là, évidemment, c'est totalement incompréhensible avec les images habituelles. En revanche, comme le disait Alfred Kassler, le formalisme mathématique, lui, n'a aucun problème pour expliquer ça. Mais les images posent un petit problème. Alors, ce que je viens de vous présenter, c'était l'expérience vue par le côté telle qu'elle a été faite à Cachan ou par le côté Trou-Young, et telle qu'elle a été faite par Philippe Grangier, avec un interféromètre de Max Zender. Voilà comment elle s'est présentée. Donc je vous redis encore la même chose parce que maintenant on va développer ce schéma-là. Donc première expérience, j'ai une lame semi-réfléchissante, ça va soit d'un côté soit de l'autre, et je me rends compte que ça va soit d'un côté soit de l'autre, en ayant ici un détecteur, ici un deuxième détecteur, et en constatant qu'il n'y a pas de coïncidence. Deuxième expérience, ça part d'un côté et de l'autre, mais je recombine sur une lame semi-réfléchissante et je vais maintenant observer des franges lorsque je vais déplacer un miroir ici pour changer la différence entre les deux chemins qui sont en haut et en bas. Donc voilà le problème de la dualité onde-particules. Alors à ce moment-là, on invoque les pères fondateurs, comme on dit, et parmi les pères fondateurs, il y en a un qui est plus père fondateur que tout le monde, c'est Niels Bohr. Et Niels Bohr a développé toute une philosophie pour essayer de se rassurer sur la signification de la physique quantique, et en particulier un concept fondamental qui s'appelle la complémentarité. Et Bohr nous dit, au niveau quantique, eh bien, il y a certaines mesures entre lesquelles vous devez choisir. Elles sont incompatibles. Et ici, vous avez affaire à deux mesures incompatibles. Et si vous essayez d'imaginer simultanément deux mesures incompatibles, forcément vous avez des incohérences logiques, mais ça ne doit pas vous déranger puisque vous ne pouvez pas faire les deux expériences à la fois. Alors, application ici. Première expérience qui va me dire que c'est un corpuscule. Deuxième expérience qui va me dire que c'est une onde. Mais vous voyez bien qu'il est strictement impossible de combiner ces deux expériences. Vous devez choisir. C'est soit celle-ci, soit celle-là. Vous ne pouvez pas faire les deux à la fois. Donc Bohr vous dit, ne vous inquiétez pas. Le comportement des objets dépend du type d'appareil que vous allez utiliser. Donc, si vous utilisez cet appareil qui pose la question « Es-tu un corpuscule ?» la lumière va vous répondre « Je suis un corpuscule ». Mais si vous utilisez cet appareil qui est un interféromètre pour poser la question « Lumière, es-tu une onde ?» elle va répondre « Oui, je suis une onde ». Bien. Donc, en principe, on est rassuré par ça. Et donc, on peut se dire « Ben voilà, finalement, mon expérience avec photons uniques, hein, quand j'ai un photon qui arrive ici, il arrive sur la première lame semi-réfléchissante, il regarde derrière, il dit « Ah !» Il me demande si je suis une particule, et dans ce cas-là, il endosse son habit de photon, et il décide d'aller soit d'un côté, soit de l'autre. Par contre, quand il arrive ici,
il regarde, il dit « Ah, ils m'ont mis un interféromètre. Cette fois-ci, je change d'habit, je me comporte comme une onde et je vais des deux côtés à la fois. » Alors, je le présente d'une façon rigolote, mais c'est une façon un peu naïve, mais quand même, je suis sûr, qui est dans la tête de beaucoup de gens pour comprendre la fameuse complémentarité de Bohr, quand Bohr nous dit « Les objets réagissent en fonction du type d'appareil de mesure que vous utilisez. » Et donc, à ce moment-là, il y a un très grand physicien qui s'appelle John Archibald Wheeler, qui arrive et qui pose une question embarrassante. Il dit, eh bien, vous qui êtes tellement rasséréné par cette complémentarité de Bohr, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer si on est suffisamment rapide pour n'avoir encore pas choisi entre ce montage-là ou ce montage-là? C'est-à-dire si, au moment où le photon arrive ici, il ne sait pas encore si on va lui poser la première question ou la deuxième question. Et ça, c'est l'expérience de choix retardé de Wheeler. Le choix est retardé au-delà du moment où le photon aura passé par la première lame semi-réfléchissante. Alors, il a proposé un schéma très astucieux, et on va le voir, on va faire une toute petite modification de l'expérience du haut. Regardez, je fais une petite modification, j'enlève ça, et je remets ça. Est-ce que vous êtes bien convaincu que rien n'a changé? C'est-à-dire, il n'y a pas de lame ici. Donc, si je vais d'un côté, j'arrive sur ce détecteur-là, mais si je pars de l'autre, j'arrive sur ce détecteur-ci. D'accord? Donc ça, c'est bien la question, es-tu un corpuscule? Et ça, c'est toujours la question, es-tu une onde? Mais vous voyez que pour passer d'ici à là, il suffit d'enlever ou de remettre cette lame semi-réfléchissante. Donc c'est ça l'idée de Wheeler. Vous déciderez de mettre ou d'enlever cette lame longtemps après que le photon soit passé ici. Donc au moment où il arrive à la première lame semi-réfléchissante, il ne sait rien, le photon. Bon, donc c'est ce qui est expliqué ici. On peut faire le choix après que le photon soit passé par la lame. Alors voilà le dessin de Wheeler. Wheeler est un théoricien, hein, donc les théoriciens dessinent les choses à leur façon, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Il dit voilà, j'ai un petit paquet d'ondes qui arrive ici, hein, ce paquet d'ondes me représente un photon, c'est une façon symbolique de représenter le photon. J'arrive à la lame semi-réfléchissante qui est là, et donc peut-être bien qu'il se partage en deux, mais ici on n'a pas encore choisi, hein, et donc je vais avoir deux cas. Le cas où il n'y a pas de lame, et dans ce cas-là ça ira sur un détecteur ou l'autre, et le cas où j'aurais mis une lame, et dans ce cas-là, il va y avoir interférence. Donc vous voyez, c'est le schéma original de Wheeler. Eh bien, ce schéma original de Wheeler, c'est une expérience qui a été réalisée par une collaboration donc, entre l'École normale de Cachan et l'Institut d'optique, et on a utilisé cette superbe source de photons uniques de Cachan. On a utilisé le savoir-faire de l'Institut d'optique et aussi un grand couloir qui fait 50 mètres de long dans l'Institut d'optique pour monter un interféromètre dans lequel, ici, le photon unique arrive, il tombe sur une lame qui se sépare en deux, dont 50% de chances d'aller d'un côté et 50% de chances d'aller ailleurs. Mais en revanche, si c'est une onde, ben on va dire la moitié de l'onde d'un côté et la moitié de l'onde de l'autre. On laisse propager pendant 50 mètres. Au bout de 50 mètres, on recombine, et l'astuce, c'est qu'à l'endroit où on recombine, on a ce qu'on appelle un modulateur électro-optique. Alors d'abord, oui, il y a un grand couloir, hein, c'est grand, voilà, d'accord. Et alors ce détecteur, ce modulateur électro-optique, est tel qu'on peut décider soit de mettre une tension électrique, soit de ne pas mettre une tension électrique. Si vous ne mettez pas de tension électrique, alors en fait, le chemin du haut et le chemin du bas ne vont pas se combiner, et il y en a un qui va aboutir ici, et l'autre va aboutir dans l'autre détecteur. Donc, pas de tension, on pose la question, est-ce que c'est un photon? Est-ce que c'est un corpuscule? Maintenant, si on met la tension là-dedans, on remélange les deux chemins, et chacun des deux a autant de chances d'aller d'un côté que de l'autre, donc on a introduit la lame semi-réfléchissante. Et alors, ce qu'il y a de formidable, c'est qu'on arrive en 50 mètres, pour parcourir 50 mètres, la lumière met, alors combien elle met pour parcourir 50 mètres? Il lui faut 3 nanosecondes pour parcourir 1 mètre, donc 150 nanosecondes. Alors ça vous semble pas long, 150 nanosecondes, mais à l'échelle de l'électronique moderne, ça laisse plein de temps. Donc en fait, à partir du moment où le photon a dépassé cette première lame semi-réfléchissante, nous avons 150 nanosecondes, nous disposons de temps pour décider si nous allons mettre ou ne pas mettre la lame ici. Et donc vous voyez que la décision est prise par un générateur aléatoire ici, vraiment
nettement après que le photon a franchi la première lame semi-réfléchissante. Donc il ne peut pas savoir au moment où il a la première lame semi-réfléchissante, ça va être tiré aléatoirement après son passage. Donc l'expérience a été un magnifique tour de force, et le résultat, eh bien le voilà. Une fois que vous avez fait cette expérience, donc vous voyez dans cette expérience comment vous faites. Vous lancez un photon, une fois qu'il a passé ici, vous lancez un choix aléatoire, et vous regardez le résultat. Et vous mettez dans l'ordinateur quoi? Quel était le choix aléatoire? Soit la lame est là, soit elle n'est pas là. Et puis, vous regardez sur quel détecteur c'est arrivé. Et puis, vous regardez aussi comment vous avez réglé votre interféromètre, puisque vous pouvez changer la différence de marche de l'interféromètre. Et donc, vous pouvez trier les événements en deux catégories. Il y a ceux pour lesquels la lame était en place et ceux pour lesquels la lame n'était pas en place. Alors, regardons d'abord les événements pour lesquels la lame était en place. Et on s'aperçoit que pour les événements pour lesquels la lame était en place, eh bien on trouve que le taux de comptage sur chacun des deux détecteurs qui sont ici varie sinusoïdalement avec la différence de marche dans les deux voies. C'est-à-dire qu'on faisait varier lentement les différences de marche et on trouve que ça varie sinusoïdalement. Donc ça se comporte vraiment comme une onde. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas photo. C'est donc passé par les deux chemins à la fois. Mais si maintenant vous prenez l'autre ensemble d'événements, c'est-à-dire les événements dans lesquels on n'a pas introduit la lame, et là on regarde encore, est-ce que le taux de détection ici et le taux de détection là dépendent de la différence de marche entre les deux côtés? Réponse non, rien ne varie. D'accord? Mais en revanche, on trouve bien que le paramètre alpha vaut 0,12, c'est-à-dire ça a été détecté soit ici, soit là, mais pas des deux côtés à la fois. Donc conclusion ici, c'est passé soit d'un côté, soit de l'autre, et ça n'a pas interféré. Et donc, cette fois-ci, on a un comportement corpusculaire. Donc, conclusion, c'est une phrase, je vais vous donner une citation de John Wheeler, qui ne connaissait pas le résultat de cette expérience, mais qui avait anticipé que la mécanique quantique aurait raison une fois de plus. John Wheeler nous dit, le photon voyage suivant un seul chemin ou suivant deux chemins, suivant l'appareillage au moment où il arrive à la sortie et non pas à l'entrée. Et donc, Wheeler a eu cette phrase assez amusante qui consiste à dire on décide. Alors, vous voyez, ce Shalafkum et à la fois, on a du passé et du futur tout mélangé là-dedans. Et donc, on décide que le photon sera venu par une route ou par deux routes bien longtemps après que le voyage soit terminé. Donc, la décision que le voyage s'est passé sur une seule route ou sur deux routes, cette décision est faite longtemps après que le voyage soit fini. Donc, c'est un petit peu le paradoxe de la dualité en deux particules. Alors cette dualité en deux particules, si on en croit Feynman, qui est quand même l'un des très très grands penseurs de la physique quantique, c'est vraiment l'un des deux grands mystères de la physique quantique. L'autre grand mystère étant l'intrication dont vous entendrez parler la semaine prochaine. Et ce mystère de la physique quantique, ce mystère de la dualité en deux particules, eh bien tout d'abord les faits expérimentaux nous forcent à l'accepter. Alors cette expérience particulièrement démonstrative que je viens de vous décrire, mais les physiciens l'avaient acceptée depuis longtemps, comme je vous l'ai dit, parce que c'était quand même le seul moyen de comprendre la stabilité de la matière, les spectres atomiques, la conductivité électrique, etc. Donc les faits expérimentaux nous forcent à accepter cette dualité onde-particules. Elle est difficile à réconcilier avec les images et avec la logique issue du monde à notre échelle, mais on a quand même quelques éléments pour se rassurer. D'abord, je veux absolument insister sur ça parce que ça échappe en général aux auditeurs non professionnels. Quelquefois, j'ai la réaction qui consiste à dire « mais enfin, je croyais que la science était objective et vous n'êtes pas très sérieux parce que vous me dites que tantôt vous le décrivez comme une onde, tantôt vous le décrivez comme une particule, alors vous choisissez ce qui vous arrange. » Alors d'abord, j'ai envie de dire que c'est mon droit si je décris correctement les phénomènes. Mais en plus, je voudrais dire que dans l'écriture mathématique des équations, je ne choisis pas ce qui m'arrange. Le formalisme mathématique de l'optique quantique est un formalisme unique qui décrit à la fois le côté corpusculaire et le côté ondulatoire.
dont le choix, je suis obligé de le faire au moment où j'essaie de construire des images mentales ou graphiques, comme vous voulez, mais pour moi c'est un peu pareil. Le choix, je suis obligé de le faire au moment où je construis des images pour représenter ce que me prédisent mes équations ou pour représenter ce que j'observe dans l'expérience. Mais si je ne cherche pas à construire d'images, si je me contente du formalisme mathématique, je n'ai pas à choisir entre ondes et particules. Le formalisme contient les deux à la fois. Donc ça, il faut bien quand même le comprendre, la science est robuste. Et puis on peut quand même dire que la complémentarité de Bohr permet malgré tout d'éviter les incohérences logiques, mais simplement elle n'est pas aussi naïve qu'on aurait pu le croire. C'est-à-dire qu'il est bien vrai qu'à la fin des fins, au moment où on arrive sur la dernière lame semi-réfléchissante, il faut bien choisir de la mettre ou de ne pas la mettre. Même si on a attendu le dernier moment, il faut bien choisir de la mettre ou de ne pas la mettre. Donc il est vrai qu'on ne peut pas faire les deux expériences à la fois. Simplement, on est obligé de se dire que le photon n'avait pas le loisir de savoir quelle question on allait lui poser. Mais au dernier moment, au moment où on lui pose la question, là quand même, on est coincé, la complémentarité de Bohr nous coince, on ne peut poser, on doit choisir entre les deux questions. Donc, on peut quand même un peu se rassurer. Alors on peut se poser la question, comme toujours, surtout quand on fait la recherche fondamentale, mais enfin ça sert à quoi la recherche fondamentale? Alors bon, la recherche fondamentale sert à bâtir le futur et à bâtir les concepts qui nous permettront à l'avenir de comprendre de mieux en mieux les choses et peut-être un jour d'inventer les nouveaux lasers, les nouveaux transistors, etc. Mais sans même envisager ces choses tout à fait futuristes, il faut savoir que c'est en réfléchissant aux bizarreries quantiques qu'on a développé de nouvelles sources de lumière et qu'a germé l'idée de l'information quantique. Alors l'idée de l'information quantique, elle comprend deux branches, vous en entendrez sûrement parler par Philippe Grangier la semaine prochaine. La première branche, c'est l'ordinateur quantique, et je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais si vous me posez quelques questions, je ne les esquiverai pas totalement. Et la deuxième branche, qui est particulièrement en relation avec l'expérience que je vous ai décrite aujourd'hui, c'est la branche de la cryptographie quantique. La cryptographie quantique, c'est quelque chose qui marche déjà, et donc je vais vous donner une idée de ce qu'est la cryptographie quantique, si on me donne encore un peu de temps. Je suis trop long ou pas, monsieur? Non, ça va? Je suis bien? La cryptographie quantique, c'est la chose suivante. Bon, d'abord, vous savez tous ce qu'est la cryptographie. La cryptographie, c'est vous avez deux amis, deux partenaires, qui veulent transmettre une information de l'un à l'autre en étant certains qu'il n'y a pas un espion qui va déchiffrer au passage l'information. Et pour cela, il y a une méthode dont on a pu prouver il y a très longtemps par quelqu'un de célèbre qui s'appelle Robert Shannon. On a pu prouver qu'il y a une méthode qui est mathématiquement sûre, c'est-à-dire c'est prouvé par un théorème mathématique, je veux dire que personne ne remet en doute. La méthode est la suivante. Les deux partenaires, qu'on appelle Alice et Bob, traditionnellement, ces deux partenaires vont avoir en leur possession deux clés de codage identiques. Alors une clé de codage, c'est quoi? C'est une succession aléatoire de 1 et de 0. Donc Alice a une succession aléatoire de 1 et de 0, et Bob a exactement la même succession aléatoire de 1 et de 0. Et donc avec ces 1 et ces 0, on va réussir à coder le message. Vous savez, comme on a tous fait quand on est enfant, on a une clé de codage, et on rend le message inintelligible, et à l'arrivée, on le décode. Alors ça, si vous êtes un tant soit peu intéressé à l'histoire, par exemple, de la Seconde Guerre mondiale, vous savez que ce genre de méthode de codage peut être cassé. Pourquoi? Parce que dans tous les langages, il y a des redondances et il y a des régularités. Et donc on sait, par exemple, dans les langages européens, il y a des voyelles qui se reproduisent plus souvent que l'autre. Donc si les gens utilisent une clé de codage donnée et puis envoient des messages beaucoup trop longs, à ce moment-là, juste en observant les régularités, on va pouvoir casser les codes. Donc ce que Shannon a démontré, et ça c'est une certitude, c'est qu'il est impossible de casser le code tant que le message émis par Alice n'est pas plus long que la clé de codage. Donc si elle a un codage avec 10 000 bits élémentaires, 0 ou 1, eh bien elle peut envoyer une quantité d'informations égale à 10 000. Et après, il faut qu'elle jette sa clé au panier, parce que sinon, à ce moment-là, on va commencer à noter des régularités dedans et on va pouvoir casser le truc. Donc vous voyez que le problème est ramené à la question suivante. Alice et Bob sont très loin l'un de l'autre.
Ils ne peuvent pas, à chaque fois qu'ils veulent échanger un message, venir échanger les clés, parce que dans ce cas-là, ils n'ont qu'à se parler directement. Donc l'idée, c'est qu'ils sont loin l'un de l'autre, et donc il faut être capable de les réalimenter à une nouvelle copie, enfin un nouveau jeu de clés de codage. Et pour ça, messieurs Bennett et Brassard ont démontré qu'on pouvait le faire en envoyant l'information codée sur des photons uniques. Parce qu'un photon unique, si jamais il y a un espion qui l'intercepte, eh bien le fait que le photon l'intercepte va nécessairement laisser une trace. Soit qu'il ne soit pas très intelligent et qu'il se contente de l'absorber, dans ce cas-là on va s'apercevoir qu'il l'a absorbé. S'il est un peu plus intelligent, qu'il l'absorbe et puis qu'il le réémet, on va quand même s'apercevoir qu'il n'a pas pu éviter de laisser une trace dessus. Et donc, Bennett et Brassard ont démontré qu'à la différence des faisceaux de lumière naturels, qui, parce qu'il y a une distribution poissonienne, vous pouvez toujours aller chercher un deuxième photon. Je vous ai dit, il y a des paires, il y a des triplés, donc vous pouvez aller en chercher un deuxième pour faire votre espionnage. Quand vous en envoyez un seul à la fois, de deux choses l'une, ou l'espion regarde ou il ne regarde pas. Mais s'il regarde, il laisse une trace. Donc, Bennett et Brassard ont démontré que Alice et Bob peuvent échanger une clé de codage en utilisant des photons uniques et que dans ce cas-là, ça serait parfaitement sûr. Donc vous voyez que les sources de photons uniques, eh bien ça peut servir à ça. Alors il y a même des compagnies qui peuvent vous vendre ça clé en main, mais là vous avez eh bien, les gens de Philippe Grangier et de Jean-François Roch qui s'amusent là à faire au milieu de la nuit, à faire de la communication quantique à 50 mètres avec, s'il y avait un hypothétique espion, ils ne pourraient pas décoder leur message. Mais sachez qu'aujourd'hui, vous avez des banques, parce que évidemment, qu'est-ce qui est le plus important dans le monde moderne? La finance. Donc vous avez des banques qui prétendent que ça leur sert à quelque chose d'avoir de l'information quantique, de la cryptographie quantique pour être sûr qu'il n'y a personne qui vient observer leur compte ou leur décision de vendre ou d'acheter 50 milliards d'actions sur des marchés. Bon, bref, tout ça pour dire que les sources de photons uniques, eh bien, ça a au moins une application, et que ces bizarreries quantiques, eh bien, vous verrez la semaine prochaine, avec Philippe Grangier, que ça débouche aussi sur quelque chose qui, pour le coup, ne marche pas, mais marchera peut-être un jour, mais on n'en sait pas si ça marchera ou ça ne marchera pas, qui est l'ordinateur quantique. En revanche, la cryptographie quantique, ça marche. Alors, pour conclure, parce que je pense que c'est difficile ce qu'on a fait, donc on va donner la place aux questions. Il faut quand même que je vous dise que cette expérience a été faite, l'expérience à choix retardé, donc de Wheeler, qui est quand même une magnifique expérience, qui a été publiée dans la revue Science il y a quelque temps. C'est une expérience qui a été faite par une bande de jeunes, en tout cas par rapport à moi, tout à fait dynamique et tout à fait excellent. Donc il y a Jean-François Roch qui est le chef d'équipe, et puis des thésards, une chinoise, Vincent Jacques, Frédéric Grossens, François Tressard, ceux-là c'est des gens déjà plus expérimentés. Et puis derrière ces gens-là, il y a ceux qui les avaient encouragés et que j'appelle les parrains de cette expérience. Alain Aspect et Philippe Grangier, que vous verrez la semaine prochaine. Et puis pour vous montrer que la science est vraiment une grande famille, on peut aussi présenter tous ces gens-là d'une façon différente. C'est assez amusant. J'ai réalisé ça en montant la photo. Il se trouve que Philippe Grangier a été mon thésard, que Jean-François Roch a été le thésard de Philippe Grangier et que Vincent Jacques, qui est ici, a été le premier thésard de Jean-François Roch. Donc vous voyez, vous avez toute une série de physiciens qui ont été regroupés pour faire la même expérience. Je trouve ça sympathique. Voilà, je vous remercie.